Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, chers étudiants. Dans la continuité du module contrôle de gestion, présenté par mon ami Abouzian Dabaji et moi-même, Mohamed Najjari. Donc, je vais faire un petit rappel ce qu'on va voir au niveau de ce module. Mais d'abord, je vais m'intéresser à une petite introduction sur le contrôle de gestion et bien sûr sur les mots gestion et contrôle de gestion. Tout d'abord, au niveau de la gestion, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques d'organisation de ressources qui sont mises en œuvre pour l'administration d'une organisation afin d'obtenir une performance satisfaisante. Ces ressources peuvent être financières, humaines, matérielles ou autres. En résumé, donc toujours là, la gestion, c'est un processus. Qu'est-ce qu'on entend par processus? C'est un ensemble d'étapes. Quel est le processus de gestion? Soit au niveau opérationnel, soit au niveau à moyen terme, ça veut dire que tactique, soit au niveau à long terme, ça veut dire qu'au niveau stratégique. Toujours, on va trouver ce processus. Ça veut dire que le mot-clé de la gestion pour dire qu'on fait la gestion, c'est la décision. C'est qu'on décide. Et bien sûr, lorsqu'on décide, l'étape suivante, c'est l'action. Ça veut dire qu'on va concrétiser ce qu'on a décidé. Et bien, à la fin de l'action, donc, on aura un résultat. Et encore, il y a une étape qui est très importante, c'est avant la décision, pour prendre une décision, on a besoin des informations. Quelle est la place du contrôle ici? Ou bien ce qu'on appelle le contrôle de gestion. C'est toujours, donc, avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un contrôle de résultat. Et le contrôle se fait, soit on aura un bon résultat, ou bien un mauvais résultat. Ça veut dire que soit on aura une situation qui est favorable, soit une situation qui est défavorable. C'est le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de résultat. Qu'il soit bon résultat ou bien qu'il soit mauvais résultat, toujours on doit stimuler ou bien on doit faire un contrôle même au niveau du processus. Ça veut dire que on doit faire un contrôle au niveau des actions. Est-ce qu'on a pris des bonnes actions ou bien des mauvaises actions? Est-ce qu'on a pris des mauvaises décisions ou bien bonnes décisions? Est-ce qu'on avait des bonnes informations ou bien des mauvaises informations? C'est l'étape, donc, ce qu'on appelle le feedback. Donc, c'est l'étape de contrôle. Donc, c'est quoi le contrôle de gestion? Le contrôle de gestion, c'est le processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation. Donc, comme déjà vu au niveau du chapitre introductif de ce module, donc vous avez vu un triangle que je l'appelle le triangle de la performance. Ça veut dire que pour une entreprise ou bien pour une organisation qui soit performante, elle doit réaliser les trois éléments. Ça veut dire l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Donc, je vais expliquer davantage ces mots. Donc, je répète, pour être performant, tu dois vérifier l'efficacité, l'efficience et la pertinence. C'est quoi l'efficacité? C'est lorsque tu réalises les objectifs. Ça veut dire que les résultats égalent les objectifs, on dit qu'on est efficace. L'efficience, c'est lorsqu'on réalise des résultats avec le minimum des moyens. C'est en utilisation ou bien on optimise au niveau des moyens, donc ce qu'on appelle l'efficience. Mais lorsqu'on détermine des objectifs ou bien on fixe des objectifs et on fixe des moyens qui sont adéquats pour réaliser ces objectifs, on dit qu'on est pertinent. Et bien sûr, pour toute organisation qui cherche la performance, elle doit chercher l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Retournons vers le plan de cours qui sera présenté au niveau de ce module. Déjà, vous avez vu le chapitre 1 concernant les notions de base de la fonction de contrôle de gestion. Le chapitre 2, donc, vous avez vu la gestion budgétaire. Et avec moi, donc, vous aurez le chapitre 3, ça veut dire que les coûts préétablis, l'analyse des écarts. Et bien sûr, s'il reste plus de temps, on va aborder le 4e chapitre, ça concerne le tableau de bord. Pour notre chapitre qui est intitulé les coûts préétablis, l'analyse des écarts, pourquoi la question des coûts? Donc tout simplement, lorsque l'entreprise cherche un objectif à long terme, c'est la réalisation du profit. Donc, lorsqu'une entreprise, donc, c'est la vocation d'être une organisation bien pour une entreprise, c'est de réaliser un bénéfice. On sait bien que les bénéfices, ce sont les résultats. Et les résultats est égal produit moins les charges. Bien sûr, au niveau des produits, le principal produit, c'est le chiffre d'affaires ou bien les ventes. Donc, le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue fois le prix de vente. Bien sûr, pour l'entreprise, parfois, c'est difficile de
de maîtriser ou bien de manipuler la question de la quantité vendue et de prix de vente. Pourquoi? Parce que le prix de vente, parfois, elle est donné au marché. Donc, lorsqu'il s'agit d'un marché qui est concurrentiel. La quantité vendue, donc, elle dépend de la demande des consommateurs. Ça veut dire que ces deux éléments, ils sont externes au niveau de l'entreprise ou bien ce sont des variables qui sont exogènes. Par contre, au niveau des charges, ils sont déterminés au niveau de l'entreprise. C'est pour ça que les principaux outils de contrôle de gestion, leur objectif, c'est maîtriser les coûts et non pas maîtriser le chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que c'est l'objectif du chapitre 3. On va parler des coûts préétablis et l'analyse des écarts, on va la voir par la suite. Donc, ce chapitre, il sera scindé sur 2 sections. La première, les coûts préétablis, définition et mode de calcul. Ça veut dire que tout ce qui est relatif, donc, au coût et au coût préétabli. La section 2, donc, le calcul et l'analyse des écarts. Commençons par la première section, donc concernant les coûts préétablis, définition et mode de calcul. Donc je vais retourner vers les notions de charges et les notions de coûts ainsi que les typologies de ces charges et de ces coûts. Donc premièrement, quelle est la différence entre un prix, une charge et un coût? Donc généralement le prix, c'est le résultat d'une transaction avec une personne qui est extérieure dans l'entreprise. On parle de prix de vente ou bien prix d'achat. Une charge, c'est une consommation de ressources par l'entreprise. L'exemple, l'achat de marchandises. Et le coût, c'est une accumulation des charges sur un produit ou bien sur un service. Donc, grosso modo, la différence entre le prix et le coût, le prix, on dit que c'est une variable qui est exogène. Par contre, le coût, c'est une variable qui est endogène. J'explique davantage. Le prix, c'est une variable exogène parce qu'il est déterminé au marché. Donc on parle de prix de vente et prix de marché. Bon, prix d'achat, ça veut dire que l'entreprise ici, elle ne le détermine pas. Ça veut dire qu'il est déterminé ailleurs. Par contre, le coût, c'est une variable endogène. Donc variable endogène, ça veut dire qu'il est déterminé au sein de l'entreprise. Et là, donc, qui explique la question que le coût d'achat égale le prix d'achat plus les frais, mais le prix de vente, c'est le coût de revient plus la marge. Donc toujours le prix, c'est une variable qui est exogène et le coût, c'est une variable endogène. Et l'objectif donc de l'entreprise au niveau de sa gestion, c'est maîtriser les coûts et non pas les prix. Deuxième, donc je vais voir des typologies ou bien des classifications des charges et des coûts. Donc première typologie, la question de charge directe et charge indirecte. La charge directe, c'est une charge qui peut être affectée sans ambiguïté au coût d'un produit. Par la matière première, la main-d'œuvre directe. Une charge indirecte, elle nécessite un calcul préalable pour être affectée au produit, loyer d'un atelier dans lequel plusieurs produits sont fabriqués. Donc, la question clé pour différencier charge directe et charge indirecte, c'est le nombre d'articles ou bien le nombre de produits qui sont fabriqués par l'entreprise. Si l'entreprise fabrique un seul produit, toutes les charges, elles sont directes. Par contre, s'il fabrique plusieurs produits, là, il y en a un problème au niveau de l'affectation. Certaines charges, elles peuvent être affectées directement au produit. On parle des charges qui sont directes. Par contre, il y en a des charges qu'ils ne peuvent pas être affectées directement au produit. Donc, ils demandent des calculs préalables. Donc, ce que vous avez vu au niveau de la comptabilité analytique concernant le tableau de répartition. Ça veut dire que on demande de chercher une unité d'œuvre et par la suite de répartir ces charges au produit. Donc, l'exemple, le loyer d'un atelier de production où on fabrique plusieurs produits. Donc, puisque ce loyer, il est destiné à la fabrication de plusieurs produits, donc on parle d'une charge qui est indirecte. Deuxième classification, la question de fixe et variable. Les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes restent constantes quel que soit le volume d'activité de l'entreprise. Loyer, l'amortissement, les services administratifs. Par contre, les charges variables, elles sont en fonction de l'activité d'entreprise, ça veut dire qu'elles dépendent de volume de production. Donc, l'élément clé pour différencier les charges fixes et les charges variables, c'est le volume de production ou bien la production. Donc, si la charge varie avec le volume de production, on parle d'une charge qui est variable. S'il ne varie pas, ça veut dire qu'elle reste constante, on parle d'une charge qui est fixe. Donc, c'est pour ça que
Pas nécessairement qu'une charge variable soit directe, ou bien qu'il soit fixe, qu'il soit indirect. Donc on peut avoir une charge directe, mais elle est variable. Charge directe, mais elle est fixe. Vous avez ici des exemples concernant la matière première et certains frais de personnel. Donc ce sont des charges qui sont directes et sont variables. Donc si je prends les frais de personnel comme les commissions aux vendeurs. Donc ce sont des charges qui sont directes parce que tu peux l'affecter directement au produit, et ils sont variables parce qu'ils ont varié avec le chiffre d'affaires et le volume de vente. Donc des charges directes ils sont fixes. Si je prends une machine qui fabrique un seul produit, son amortissement il est fixe, mais il est direct à ce produit. La même chose pour les charges indirectes, donc soit elles sont variables, si je prends les matières consommables comme l'électricité, donc là elle varie avec le volume de production, mais s'il y en a plusieurs produits, je ne peux pas l'affecter directement au produit. Donc, c'est une charge indirecte et variable. Et bien sûr, pour les frais administratifs, ce sont des charges indirectes et elles sont fixes. Troisième typologie des charges ou bien des coûts, c'est selon le stade d'élaboration du produit. Ça veut dire quelle est l'étape qu'on va arriver pour produire ou bien pour fabriquer un produit. C'est pour ça que vous aurez généralement 3 éléments au niveau des coûts, au niveau des stades d'élaboration du produit. On parle de coût d'achat, coût de production, coût de revient. Donc, coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais accessoires. Le coût de production, c'est le coût d'achat qu'il est déjà obtenu plus le coût de fabrication, la main-d'œuvre, les machines et autres. Bien sûr, les charges directes et les charges indirectes de production. Le coût de revient, c'est le coût de production déterminé au stade de la production, plus les coûts hors production. On parle de distribution, publicité, services administratifs. Donc, on obtient le coût de revient. Donc, vous avez ici une remarque, c'est la question de quand on parle de résultat et quand on parle d'une marge. Donc, seule la différence entre le prix de vente et le coût de revient porte le nom de résultat. Bien la marge globale, disons la marge unitaire. Dans tous les autres cas, on parle de marge. Ça veut dire que si je vais prendre le prix de vente et je vais retrancher le coût d'achat, donc là, je ne peux pas parler d'un résultat, mais je parle d'une marge sur coût d'achat. Une autre typologie, c'est selon la nature des charges qui sont prises en compte. Donc, il y en a des coûts ou bien des charges où on prend compte toutes les charges, on parle des coûts complets. Et lorsqu'on prend juste une partie donc là, des charges, on parle des coûts partiels. Et ce qui a donné donc là, les méthodes de contrôle de gestion au niveau de la méthode des coûts complets et la méthode des coûts partiels. Donc la méthode des coûts complets, donc l'a déjà vu au niveau de la comptabilité analytique lorsqu'on cherche à déterminer les coûts de revient et les résultats unitaires pour chaque produit. Et les coûts partiels, donc bien sûr la méthode des coûts partiels, elle peut déterminer le seuil de rentabilité, la marge de sécurité ainsi que le point mort. Donc, c'est pour ça que, au niveau, lorsqu'on va prendre juste une partie des coûts, donc on parle des méthodes des coûts partiels. Et lorsqu'on va prendre en considération toutes les charges, on parle de la méthode des coûts complets. La dernière classification, donc, c'est selon le mode ou le moment de calcul de coût. Ça veut dire que quand on calcule le coût, soit on va le calculer au préalable, à partir des estimations et des hypothèses, on parle des coûts préétablis, ou bien des coûts prévisionnels. Soit à partir des charges réelles, ça veut dire qu'après la production et la vente, donc on parle des coûts qui sont constatés ou bien des coûts qui sont réels. Bien sûr, notre chapitre, il va s'intéresser à ces coûts qui sont calculés à partir d'estimations ou d'hypothèses, ça veut dire coûts préalables, donc disons les coûts préétablis. Que signifie un coût préétabli? Donc, le coût préétabli, c'est un coût qui est évalué a priori. Ça veut dire qu'au préalable. Soit pour faciliter un traitement analytique, soit pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts. Et on va voir ça par la suite. Donc, toujours lorsqu'on parle de coût préétabli, c'est un coût qui est déterminé au préalable de la production. Le calcul des coûts préétablis consiste donc à établir pour une activité normale d'entreprise des coûts prévisionnels, considérés comme normaux, en vue de calculer par la suite d'éventuels écarts entre coûts constatés et coûts préétablis. C'est l'objectif donc là des coûts préétablis, c'est par la suite de déterminer les écarts entre ce qui a été préétabli et ce qui était réellement exécuté ou bien réellement constaté. L'intérêt. Quel est l'intérêt de l'établissement ou bien du calcul du coût préétabli? Vous avez les coûts préétablis permettent ainsi l'évaluation rapide d'un coût ou d'une marge, tant que
Un renseignement ou bien une information approximative mais suffisamment approchée et rapide est souvent plus utile qu'un renseignement plus exact mais connu trop tard. Ça veut dire que c'est mieux d'avoir une information, même qu'il est approché, disons, au préalable, mais rapide, il est plus utile d'attendre jusqu'à la fin de stade de la fabrication ou bien de la production pour avoir l'information sur le coût constaté ou bien le coût réel. Donc, en particulier, l'entreprise, il peut évaluer le coût de production par ce qu'on veut comme valeur de production, c'est le coût unitaire préétabli. Ça veut dire que le coût par lequel on prévoit la production d'une quantité ou bien d'un produit fois la quantité produite. Deuxième intérêt, c'est la question de la budgétisation, mise en place du programme d'action chiffré. Ça veut dire qu'on peut se baser sur les coûts préétablis pour faire les budgets. Les budgets de production, les budgets de vente, ainsi que même le budget d'approvisionnement. Ça veut dire que lorsqu'on détermine le coût préétabli, ça veut dire qu'on détermine même les coûts qui sont incorporés au niveau du produit. Troisième intérêt, c'est l'évaluation des projets spécifiques et servent de base pour l'évaluation des devis. Donc, ici, si je veux un produit, est-ce qu'il est rentable pour l'entreprise ou non? Lorsqu'on va déterminer son coût préétabli, ça veut dire que je peux prévoir la marge de l'entreprise. Est-ce que c'est une marge qui est bénéficiaire ou bien une marge qui est déficitaire? Parce que si la marge elle est déficitaire, donc l'entreprise n'a pas besoin de produire. Si la marge elle est bénéficiaire, donc là elle peut entamer la production de ce produit. La même chose, donc là, elle peut être, disons, un élément pour la détermination du prix de vente. Généralement, pour un produit nouveau. Donc, si c'est un produit nouveau ou bien innovant au niveau du marché, il n'y a pas de prix au niveau de vente de marché. Donc, on peut estimer ou bien prévoir les coûts par lesquels ce produit sera fabriqué. Et sur la base de ces coûts, on peut déterminer un prix de vente. Le dernier intérêt pour les coûts préétablis, c'est le contrôle des conditions internes d'exploitation. En effet, considérés comme des normes d'exploitation, les coûts préétablis permettent une comparaison entre ce que devrait se produire dans une fabrication dans un centre et ce qui est réellement produit. Ça veut dire que il s'intéresse aux conditions internes d'exploitation pour savoir quelles sont les décisions qui sont prises au niveau de l'entreprise. Donc, s'ils sont normales, donc c'est bon. S'ils sont anormales, il faut faire quelque chose. Donc, là, c'est l'objet de la comparaison entre ce qui devait être produit. Ça veut dire que le coût préétabli et le coût réel, donc, elle donne un écart. Bien, l'analyse de cet écart, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet tout d'abord de connaître les causes de variation de charge. Parce que si on a un écart qui est soit favorable, soit défavorable, donc on doit chercher les causes de cet écart au sein de l'entreprise. Bien sûr, il nous permet aussi de prendre des décisions correctives. Parce que s'il y en a des écarts qui sont anormaux au niveau de l'entreprise, donc il peut, au niveau de l'entreprise, il permet aux gestionnaires ou bien aux décideurs d'entreprise de prendre des décisions afin de ne pas avoir un grand problème au niveau de l'entreprise à la fin. Ainsi, les coûts préétablis constituent un instrument de gestion. Donc, puisqu'il nous permet de gérer au niveau de l'entreprise par une méthode, ce qu'on appelle la méthode d'exception. C'est quoi cette méthode des exceptions? C'est que la direction ou bien la gestion de l'entreprise n'intervient dans l'exploitation que lorsqu'on l'analyse met en évidence des écarts anormalement significatifs. Ça veut dire que si l'écart, s'il n'existe pas d'écart, ou bien il y en a un écart qui est insignificatif, donc les choses sont normales au niveau de l'entreprise. Donc on n'a pas besoin de prendre une décision qui peut être manifestée au niveau de l'entreprise d'une manière négative. Donc on reste, ou bien on laisse les choses comme ils sont. Par contre, si on constate un écart qui est anormalement significatif, là, l'entreprise, donc là, ou bien les décideurs au niveau de l'entreprise interviennent. C'est pour ça qu'on l'appelle les méthodes des exceptions. Ça veut dire qu'au cas d'écart qui est anormal, donc les décideurs interviennent. Quelle est la relation entre l'analyse de ces coûts et la prise de décision? Donc les coûts préétablis permettent aussi de prendre des décisions au niveau de l'entreprise. Soit au niveau, je répète, au niveau opérationnel ou bien au niveau tactique, même au niveau stratégique. Donc, tel que il permet d'optimiser les ressources au sein de l'entreprise, il permet
soit de décider, soit de fabriquer ou de sous-traiter, parce que au niveau d'un produit, si on a constaté un coût préétabli de 200 dirhams par unité, donc l'entreprise, elle va voir est-ce qu'il peut la fabriquer ou bien il peut le sous-traiter. Parce que s'il voit que la marge donc bénéficiaire d'entreprise n'est pas satisfaisante pour elle, donc il peut sous-traiter ce produit, ça veut dire que confier la production de ce produit à une autre entreprise pour la faire. Donc je répète, au niveau d'exemple, si l'entreprise voit que le coût préétabli par elle, donc au niveau de la production d'un produit coûte 200 dirhams par produit, alors le sous-traitant ou bien un fournisseur, il peut nous attribuer le même produit à 190 ou bien à 180. Donc ici l'entreprise, il doit sous-traiter ce produit. Abandonner un produit ou une activité. Donc, la même chose, au niveau d'un produit, s'il nous coûte de 200 dirhams et le prix de vente c'est 150 dirhams, là, l'entreprise, donc, il n'a pas intérêt à produire ce produit, il peut abandonner le produit ou bien l'activité. Et bien sûr, s'il voit qu'il y en a une marge qui est, bien sûr, prévisionnelle par rapport au coût préétabli, une marge qui est bénéficiaire, elle est importante, donc il peut fabriquer le produit. Quatrième élément, c'est fixer le prix de vente d'un produit nouveau ou d'une activité nouvelle. Donc, c'est ce qu'on a vu donc pas tout à l'heure. Ça veut dire que au niveau d'un produit qui est nouveau, l'entreprise, elle peut fixer un prix de vente. Comment? C'est par la détermination du coût préétabli. Bien sûr, on ajoute la marge qui est la marge qui est décidée par l'entreprise afin qu'il va avoir un bénéfice. Donc, il peut déterminer sur la base de ces informations, il peut déterminer le prix de vente. La variété des coûts préétablis, ça veut dire que sont les types de coûts préétablis qu'on peut avoir. Elles peuvent être obtenus de différentes manières, selon les cas. Elles prennent plusieurs appellations. Soit vous avez des coûts standards, si les coûts préétablis sont obtenus à partir d'une analyse à la fois technique et économique. Le coût standard présente généralement le caractère d'une norme. Ça veut dire que l'entreprise, par son bureau d'études d'ordonnancement, elle peut déterminer disons les caractéristiques techniques et économiques de ce produit. Sur la base de ces caractéristiques, donc, il peut déterminer des normes au niveau des coûts, et c'est ce qu'on appelle les coûts standards ou bien les coûts normaux. Il y en a le coût budgété. Si les éléments de coût sont tirés d'un budget établi à l'avance pour une certaine période. Donc, le coût budgété, ça veut dire qu'à partir des budgets qui sont établis, donc, on peut déterminer ce qu'on appelle le coût budgété. Ça veut dire qu'au niveau d'une production, l'entreprise, il a un budget de 100 000 dirhams et il doit produire 1000 produits. Ça veut dire que le coût budgété ici, ça sera 100 dirhams. Et il y en a le coût moyen prévisionnel. Si les éléments de coût préétablis sont dégagés des périodes comptables antérieures, ça veut dire qu'on va prendre les périodes précédentes et on va chercher, bien sûr, s'il n'est pas fixe, donc on peut prendre une moyenne des coûts et on va utiliser cette information. Ça veut dire que la moyenne des coût unitaire comme un coût moyen prévisionnel, comme un coût préétabli. Pour le mode du calcul du coût préétabli, ça veut dire que comment on détermine les coûts préétablis. Les calculs des coûts, bien sûr, intègrent les charges directes et les charges indirectes. Donc, on a déjà vu la distinction entre les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, elles sont affectées directement au produit, comme généralement la matière première et la main-d'œuvre, et les charges indirectes, elles sont affectées indirectement par le biais de l'unité d'œuvre et bien sûr, précédemment, on fait ce qu'on appelle les centres d'analyse. Donc, comment on calcule le coût préétabli? Pour les matières premières, on va prendre le coût préétabli fois la quantité nécessaire pour une production donnée. Et la main d'œuvre, donc le coût de la matière première, donc on parle de prix. Ici, au niveau de la main d'œuvre, on parle de taux horaire. Ça veut dire que le prix par lequel on paye l'heure fois le nombre d'heures. Donc, vous avez ici le coût fois la quantité. Ici, la quantité de la main d'œuvre, généralement, on la désigne par les heures de travail. Concernant les charges indirectes, pour chaque centre, on prend le coût de l'unité d'œuvre fois le nombre d'unités d'œuvre concernant une production donnée. Donc, la notion de l'activité, donc le nombre d'unités d'œuvre au niveau d'un centre d'analyse, on la désigne par le terme activité. Donc, lorsqu'on parle d'une activité au niveau des charges indirectes, c'est le nombre d'unités d'œuvre au niveau d'un centre. De manière générale, pour chaque élément de coût, toujours on a le coût préétabli, ça veut dire que le coût global de l'élément de coût, c'est le coût unitaire standard fois la quantité préétablie.
Les charges directes. Donc, comment on détermine les coûts préétablis pour les charges directes? Donc, généralement, les charges directes, elles sont composées des matières premières et de la main-d'œuvre directe. Les coûts préétablis des matières et de la main-d'œuvre directe qui sont incorporés dans les produits sont généralement des coûts standards établis à partir d'une étude détaillée du processus de production et se déterminent en deux temps. Donc, on prend le processus de production, on va l'analyser pour déterminer les coûts préétablis de ces matières et de la main-d'œuvre. Premièrement, pour établir les coûts préétablis des matières et de la main-d'œuvre, c'est l'établissement des standards techniques qui définissent les quantités de matière et de main-d'œuvre nécessaires pour exécuter une unité de fabrication. Donc, généralement, c'est l'affaire de bureau de méthode. Et par la suite, l'établissement du coût unitaire à appliquer aux coûts standards. Ces coûts sont établis par le service des achats ou de la comptabilité. C'est quoi ces éléments-là? Concernant les standards techniques, ça veut dire que le bureau de méthode, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un produit, il doit l'analyser en termes combien il va utiliser de matières premières et combien il va utiliser de la main-d'œuvre directe. Et bien sûr, concernant le coût unitaire à appliquer, soit on va prendre du service d'achat concernant l'approvisionnement de matières premières, donc on doit déterminer le coût par lequel une matière première coûte au niveau de l'entreprise, et concernant la main-d'œuvre directe, donc c'est à prix de la comptabilité, ça veut dire que les frais de personnel, sur la base de ces frais, on peut déterminer le coût de l'heure au niveau de la main-d'œuvre directe. Au niveau d'établissement de standards techniques, concernant les matières premières, donc à partir des formules de composition et de la nomenclature des produits. Donc, à partir de la formule de composition, ça veut dire que au niveau du fabrication d'un produit, combien il utilise de matières premières et quelle est la quantité unitaire pour chaque matière première. Donc, si je prends par exemple un produit qui nécessite 1 kg de matière première M et un demi-kilogramme de matière N, là, ce qu'on appelle la composition. Bien sûr, on doit prendre aussi la nomenclature. C'est quoi la nomenclature? C'est la description du produit à partir des pièces qui sont fabriquées. Ça veut dire que un produit qui nécessite 3 pièces ou bien 4 pièces pour le fabriquer, 2 composantes. Donc, si je vais prendre une quantité de 100 produits, donc je dois déterminer combien j'aurai de besoin de pièces et combien j'aurai de composantes. Bien sûr, il faut tenir compte aussi des taux de déchets et des pertes, parce que si on dit que un produit nécessite 1 kg d'une matière première, bien sûr, parfois, on aura besoin de plus de 1 kg pour obtenir net 1 kg pour le produit. Donc, à cause des déchets qui sont produits au niveau du processus de production, ou bien des pertes qui sont liées aux machines, ou bien même au processus de production. Pour la main-d'œuvre, c'est à partir de l'analyse du travail. Ça veut dire que le personnel, est-ce qu'ils sont qualifiés ou non? Parce qu'on sait bien que le personnel qui est qualifié, il demande moins de temps. La question de l'ordonnancement des tâches ou bien des activités pour fabriquer, là, on parle de la décomposition de la fabrication en tâches élémentaires pour savoir quel est le temps alloué à chaque activité. Et encore, on doit prendre en considération le temps effectif. Parce que un salarié au niveau de l'entreprise, lorsqu'il existe au sein de l'entreprise, on parle de taux de présence. Mais effectivement, est-ce qu'il effectue un travail? Donc c'est pour ça qu'on doit chercher par l'élimination de taux de pause, on prend en considération les repos, donc on doit déterminer le temps effectif. Tous ces éléments, donc, ils entrent ou bien ils influencent la détermination des nombres d'heures pour le travail. Là, concerne les standards techniques. Maintenant, pour les prix et les coûts standards, comment on détermine le prix de la matière première ou bien le coût de la matière première et le taux horaire au niveau de la main-d'œuvre. Pour les matières, donc généralement, on prend en considération le prix de marché, donc ainsi que les frais d'achat. Et il faut tenir compte aussi de la valeur des déchets et des rebuts. À partir du prix de marché, donc, ou bien si le prix change avec la conjoncture, donc on doit prendre en considération ces éléments lors de la détermination du coût de la matière première et prendre aussi la question des frais d'achat et les frais d'approvisionnement au niveau de l'entreprise. Et bien sûr, il faut tenir de la valeur des déchets et des rebuts lorsqu'ils sont vendables. Parce que si le déchet ou bien les rebuts sont vendables, il vient en déduction des coûts de la matière première. On doit prendre ces éléments afin d'avoir
disons une pertinence de l'information au niveau de l'entreprise concernant le coût de la matière première. Pour la main-d'œuvre, il inclut la totalité des charges qui sont liées au salaire. Donc, tout ce qui est lié aux frais de personnel. Vous avez le salaire, vous avez les charges sociales, les charges patronales, ainsi même les congés payés. Parce que les congés payés, ce sont des périodes de repos pour le salarié, mais ils sont payés par l'entreprise. On doit le prendre en considération pour déterminer le taux horaire. Pour les charges indirectes, donc les charges indirectes sont généralement analysées dans ce qu'on appelle les centres d'analyse ou bien les centres de responsabilité. Ils se composent de charges fixes et de charges variables parce qu'on aura besoin par la suite. Donc au niveau de l'analyse des écarts, on a besoin pour chaque centre de déterminer les charges variables du centre et les charges fixes du centre. Et le coût préétabli pour l'unité d'œuvre, donc toujours c'est le coût de l'unité d'œuvre préétabli fois le nombre d'unités d'œuvre préétablies. Le calcul du coût standard de l'unité d'œuvre pour chaque centre d'analyse nécessite la détermination d'un niveau normal d'activité pour une production normale. Donc, puisqu'on a dit que l'activité, c'est le nombre d'unités d'œuvre au niveau d'un centre, donc ce nombre, il doit être corrélé avec la production normale. Ça veut dire qu'on doit déterminer ce qu'on appelle l'activité normale. Bien sûr, si au niveau d'un centre, la production, c'est de 1000 produits, mais il nécessite 10 000 unités d'œuvre. Donc, 10 000 unités d'œuvre, c'est ce qu'on appelle l'activité normale. C'est c'est la consommation d'unités d'œuvre au niveau d'un centre pour une production normale. Et l'élaboration nécessite l'élaboration d'un budget des centres d'analyse. Pour chaque centre d'analyse, on doit avoir un budget pour la production et bien sûr qui inclut toutes les charges qui sont indirectes incorporées pour ce centre d'analyse ou bien centre de responsabilité. Donc, on parle de budget standard. C'est quoi le budget standard? Il permet de calculer pour chaque centre un coût préétabli d'unité d'œuvre à partir d'une quantité standard d'unités d'œuvre. Disons que lorsque je prends le budget standard, ça veut dire que le budget alloué à un centre d'analyse pour une production normale. Donc, ce budget s'appelle le budget standard. Si je veux savoir ou bien déterminer le coût d'une unité d'œuvre standard, donc, comment je vais faire? C'est le budget. Ça veut dire que la somme des charges qui sont indirectes et qui sont standards, on doit la diviser sur l'activité normale. Je répète, l'activité normale, c'est le nombre d'unités d'œuvre qui sont allouées pour ce centre pour la production normale. Il y a ce qu'on appelle le budget flexible. Parce que par la suite, on va voir qu'il y en a une différence. Et généralement, il y en a la différence au niveau de la production. Donc, la production réelle qui est constatée ou bien qui est fabriquée au niveau de l'entreprise, souvent elle est différente de la production normale qui était prévisionnelle. Donc c'est pour ça que même le budget au niveau de centre d'analyse, on doit l'adapter à la production normale et on va voir ça par la suite au niveau des exercices. Donc le budget flexible, c'est un budget standard des charges indirectes, mais il est calculé en fonction d'un niveau d'activité donné. Ça veut dire que si le niveau d'activité il va être différent, le budget aussi il va différencier donc ce qu'on appelle le budget flexible. L'objectif de ce budget, c'est d'adapter rapidement les prévisions aux variations d'activité. Et j'ai dit que on va voir donc ces éléments dans les exercices. Par la suite, lorsqu'on a parlé de ces éléments au niveau des charges directes et charges indirectes et qui sont influencés par d'autres éléments au niveau des quantités et au niveau des coûts, l'objectif, donc, toujours au niveau du coût préétabli, parce que la production, elle peut être différente. Ça veut dire qu'on peut fixer une production normale de 1000 comme on peut fixer une production normale de 500. Mais, sur le budget, donc là, qui est alloué à une production de 1000, ça sera différent à un budget qui est alloué pour 500. Mais il y en a un élément qui peut être commun entre tous ces éléments. C'est lorsqu'on va prendre la fiche de coût unitaire standard. Ça veut dire qu'on va calculer le coût préétabli pour unité. Et par la suite, ça sera plus facile. Si vous voulez une production de 1000, vous le multipliez par 1000. Si vous voulez une production de 500, vous pouvez le multiplier par 500. Donc, quelle est l'utilité de la fiche de coût unitaire standard? Généralement, donc, c'est lié avec l'utilité des coûts préétablis, bien sûr. Donc, généralement, c'est pour préparer les budgets. Ça veut dire que lorsqu'on détermine un coût préétabli pour une unité produite qui est de 100 dirhams, lorsque vous voulez une production de 5000, donc le budget que vous aurez, c'est 500 000. Si vous voulez
avec un coût unitaire standard de 100, si vous voulez 10 000, donc vous aurez besoin d'1 million de dirhams. Donc toujours la fiche de coût unitaire standard, c'est un outil pour préparer le budget. Et par la suite, elle sert comme un repère ou bien une norme. Pourquoi une norme? Parce qu'il permet d'être le repère ou bien le référentiel par rapport à ce qui sera réalisé par la suite au niveau réel. Et là, ça va donner une comparaison et ce qu'on va voir au niveau des écarts. Maintenant, comment on détermine la fiche de coût unitaire standard? Donc, normalement, on prend certains exemples. Vous avez l'exemple 1. J'ai pris un exemple où on pourra avoir une production normale de 2000 produits. Donc, cette production normale de 2000 produits a nécessité des matières premières, 4000 kg à 13 dirhams le kilogramme, main-d'œuvre directe, 1000 heures à 36 dirhams, et un centre d'usinage, 60 000 dirhams. Ça veut dire que c'est le budget standard. Et l'unité d'œuvre de centre usinage, c'est leur main-d'œuvre directe. Donc, j'ai pris un exemple très simplifié, juste pour savoir quelle est la conception de l'élément des coûts. Premièrement, l'entreprise, donc, ce sont des prévisions, parce qu'elle a prévu de produire 2000 produits, et ces 2000 produits, par les standards techniques, ainsi que les informations concernant les coûts standards, donc elle a permis de dégager ces informations. Ça veut dire que cette production, elle nécessite une matière première de 4000 kg. On l'achète avec 13 dirhams le kilogramme. Une main-d'œuvre directe, elle nécessite 1000 heures. Bien sûr, on paye ici avec un taux horaire de 36 dirhams l'heure. Centre usinage, vous avez un budget de 60 000 dirhams et l'unité d'œuvre, c'est heure main-d'œuvre directe. Comment établir la fiche de coût unitaire standard? Donc, puisque ici les données sont faciles, par la suite, donc là, vous aurez la méthode de détermination du coût standard à partir de tableau de répartition. Puisqu'on a ici un seul centre d'analyse, qui est le centre d'usinage, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour les charges directes, vous avez la matière première. Donc, n'oubliez pas qu'on fait la fiche du coût unitaire. Ça veut dire que pour une seule unité et non pas pour la production totale. La production totale ici, c'est 2000 produits. Donc, au niveau de la matière première, cette matière, on a dit que c'est 4000 kg. Bien sûr, ici, on n'a pas précisé qu'il sera pour une unité. Donc, et ça sera pour la totalité de produits. Donc, 4000 kg pour 2000 produits. Donc, pour chaque unité, combien elle va consommer de matière première? Donc, vous avez ici 2. Comment on obtient 2? C'est 4000 kg sur 2000 produits, ce sera 2 kg. C'est-à-dire que pour chaque produit, chaque unité produite, elle nécessite 2 kg. Par quel prix on achète cette matière première? Par 13 dirhams et ça va donner le coût de la matière première, c'est 26. Concernant la main-d'œuvre directe, donc vous avez, pour produire 2000 produits, vous avez consommé 1000 heures. Donc, pour chaque unité produite, vous aurez 0,5. Donc, 0,5, c'est 1000 heures sur 2000 produits, c'est 0,5 par unité produite. Quel est le taux horaire ici? Il est déjà déterminé, c'est 36. Donc ça donne, c'est 18. Pour les charges indirectes concernant les centres, donc vous avez un centre usinage qui a un budget standard de 60 000. On doit chercher l'activité normale. C'est quoi l'activité normale? C'est le nombre d'unités d'œuvre pour une production normale. Vous avez ici l'unité d'œuvre, c'est heure main d'œuvre directe. Donc combien pour la production de 2000, combien on a consommé d'heure main d'œuvre directe. Donc vous avez ici, c'est lié à la main d'œuvre directe. Donc puisqu'on l'a pris comme unité d'œuvre, donc c'est 1000 heures. Donc ici pour le centre usinage, combien elle a consommé d'unités d'œuvre? Chaque unité elle a consommé 0,5 heures. Le prix de 60, comment on l'obtient? Donc vous avez une activité normale ici de 1000 et vous avez le budget standard, c'est 60 000 dirhams. Donc, comme ça, vous aurez 60 000 qui est le budget standard sur l'activité normale de 1000, ça donne 60. Ça veut dire que chaque heure, au niveau du centre usinage, elle nous coûte 70 dirhams. Donc, et là, crée la différence entre 36 et 60. 36, c'est le taux horaire. Ça veut dire que le taux par lequel on paye le salarié lorsqu'il travaille une heure de travail. Par contre, au niveau du centre usinage, on ne le paye pas au salarié. Mais on l'a pris juste comme unité d'œuvre. Ça veut dire que chaque heure, au niveau
de centre-usinage, il nous coûte 60 dirhams comme charge indirecte au niveau de ce centre. Donc, disons que l'entreprise prend comme une charge 60 dirhams pour chaque heure. Donc, comme ça, j'aurai 0,5 fois 60, ça sera 30. Ça veut dire que ces éléments-là, 26, 18, 30, ça donne 74. Donc, pour chaque unité produite, il nous coûte 26 dirhams comme pour la matière première. Il nous coûte 18 dirhams pour la main d'œuvre directe. Et il nous coûte 30 dirhams comme charge indirecte dans le centre usinage. Ce qui donne que le coût unitaire standard, ça veut dire que le coût préétabli pour chaque unité produite, c'est 74. Bien sûr, par la suite, on prend cette information pour savoir est-ce qu'on a un bénéfice ou bien est-ce qu'on a une perte. Mais pour savoir, on a besoin de prix de vente. Ça veut dire que si c'est un produit nouveau, donc il a déterminé que le coût préétabli c'est 74. Il veut déterminer le prix de vente. Donc s'il veut une marge de 6 dirhams sur ce produit, il suffit d'ajouter la marge à 74 pour obtenir le prix par lequel il sera vendu ce produit. Un exemple 2. Vous avez la société ABC fabrique un produit P. En se basant sur les informations ci-dessous, on vous demande d'établir la fiche de coût unitaire standard. Vous avez les standards de production font apparaître les données suivantes. Une production mensuelle normale de 10 000 produits ou bien 10 000 unités P vendues au prix unitaire de 300 dirhams. Le coût direct standard unitaire, vous avez la matière M, nécessite 2 kg à 15 dirhams le kilogramme, matière N 1,5 m à 28 dirhams le mètre, un composant C unité à 53 dirhams et la main d'œuvre directe 2,4 heures à 60 dirhams l'heure. Le budget mensuel standard des centres d'analyse, vous avez l'atelier de production, un total des charges indirectes 180 000 et 60 000 pour centre distribution. L'unité d'œuvre pour chaque élément, heure machine et 100 dirhams de vente. Donc, vous avez ici une information que chaque unité nécessite 0,5 heures machine. Donc, ici, il y en a une différence par rapport à l'exemple 1, c'est que la production ici est des 1000, mais pour les coûts directs, ils sont donnés par l'unité. Donc, c'est pour ça que vous avez ici unitaire. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des fiches de coût unitaire standard, il suffit de prendre ces éléments et de calculer les montants. Mais, avant de faire la fiche de coût unitaire standard, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un tableau de répartition. Bien sûr, le calcul de tableau de répartition avec les unités d'œuvre, et lorsque vous avez plusieurs centres, même avec les prestations qui sont réciproques, ils sont déjà vus au niveau de la comptabilité analytique. C'est pour ça qu'on va prendre ici juste l'essentiel, ça veut dire que comment on détermine le coût d'unité d'œuvre sur des centres qui sont principaux. Donc vous avez, au niveau du tableau de répartition, l'atelier de production et la distribution, total des charges indirectes 180 000 et 120 000 pour la distribution. L'unité d'œuvre, vous avez heure machine et 100 dirhams de vente. Maintenant, c'est le nombre d'unités d'œuvre. C'est l'activité. Là, c'est l'activité pour l'atelier de production et là, c'est l'activité pour le centre distribution. Comment je vais déterminer le nombre d'heures machine? Donc, déjà, vous avez une information que chaque unité, elle consomme ou bien nécessite 0,5 heures machine. Donc, c'est pour ça que je dois justifier ce montant 5 000. Donc, vous avez 10 000, et puisque chaque unité consomme 0,5 heures machine, donc ça donne 5 000 heures. Donc, 5 000 heures. Le coût d'une unité d'œuvre, c'est 180 000 sur 5 000, ça donne 36. Maintenant, concernant le nombre d'unités d'œuvre pour le centre de distribution, 30 000, vous avez 100 dirhams de vente. Toujours lorsque vous avez 100 dirhams de vente, qu'est-ce qu'on fait? On prend les ventes et on va la diviser sur 100. Donc, vous avez 10 000 unités produites, on va le multiplier par 300 qui est le prix de vente, sur 100, ça donne 30 000. 30 000, 100 dirhams de vente. Et ça donne 4. Que signifie 36 c'est 4? Donc 36, c'est le coût de chaque heure machine utilisée au niveau du centre d'atelier de production comme charge indirecte. Donc 36, c'est le coût de chaque heure machine utilisée au niveau du centre d'atelier de production comme charge indirecte. Et 4, là c'est 4 dirhams, ça veut dire que chaque 100 dirhams de vente nous coûte 4 dirhams comme charge indirecte dans le centre distribution. C'est la lecture de ces deux chiffres. Maintenant, concernant la fiche de coût unitaire standard. Pour les charges directes, donc vous avez la matière M,
Donc c'est 2, la matière N 1,5, composant C c'est 1, la main d'œuvre directe, donc c'est 2,4. Donc ici vous avez les données déjà au niveau des données de l'exercice. Le prix unitaire c'est 15 pour la matière M, pour le kilogramme, 28 pour le mètre, 40 pour le composant C et 50 pour la main d'œuvre directe. Donc désolé, donc au niveau de l'énoncé, donc le composant C je l'ai calculé sur la base de 40 dirhams pour l'unité. Et pour la main d'œuvre avec 50 dirhams au niveau de l'heure. Ça donne 30, 42, 40, 120. Au niveau des charges indirectes, pour l'atelier de production, n'oubliez pas que c'est une fiche de coût unitaire standard. Les données ici, c'est pour toute la production. Donc pour l'atelier de production, donc on va partir vers l'unité d'œuvre. C'est hors machine. Donc si 5000 pour toute la production, pour une unité, donc combien il a consommé d'heures machine. Donc déjà concernant l'information au niveau de l'énoncé, ou bien je peux prendre 5000 sur la production normale qui est 10 000, ça donne 0,5. Combien on paye comme charge indirecte au niveau de l'atelier de production l'heure machine, donc on la paye avec 36 qu'on a trouvé au niveau du tableau de répartition, ça donne 18. Au niveau de la distribution, vous avez ici 3. Ça veut dire quoi? Puisque vous avez ici 100 dirhams de vente, donc combien, lorsqu'on vend une seule unité, combien on aura comme recette? On aura 300, c'est le prix de vente. Donc le prix de vente, on le divise sur 100, ça donne 300 sur 100, ça donne 3. Et chaque 100 dirhams, il nous coûte 4 dirhams comme charge indirecte dans le centre de distribution, ça donne 4. Et comme ça, vous aurez 18, 12 comme charge indirecte. Le montant total, disons unitaire, pour chaque unité, bien sûr, c'est coût standard, ça donne 262 dirhams. Comme ça, je peux utiliser donc là ce montant pour déterminer un tableau, ce qu'on appelle le tableau de prévision, ou bien un tableau de résultat prévisionnel. Donc le résultat prévisionnel, c'est, on commence par le prix de vente, ça donne 300. Moins le coût de revient unitaire standard, c'est le coût par lequel on a supporté pour produire chaque unité, donc 262. Donc le résultat unitaire prévisionnel, donc n'oubliez pas que ces coûts sont toujours donc prévisionnels, ça donne 38. Bien sûr, puisqu'on a vendu 10 000 unités, donc ça donne un résultat prévisionnel de 380 000 dirhams. Merci pour votre attention et à la prochaine.